Salut à tous! Aujourd'hui vous allez voir ou revoir une vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube le 30 septembre 2018. Et ceux qui suivent ma chaîne depuis cette date savent que cette vidéo a été censurée par YouTube à la demande d'une personne du planning familial pour soi-disant atteinte à la vie privée. Et cette personne a même été plus loin car elle a carrément porté plainte contre moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé auditionné à l'hôtel de police de Grenoble. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, et visiblement cette plainte a été classée comme toutes celles qui ont été portées contre moi. Donc pour l'heure, j'ai enlevé les extraits qui permettraient à cette personne de restriker à nouveau cette vidéo. Mais bon, en fait, c'est pas très grave parce que finalement, ces éléments étaient pas si importants que ça, donc pas de problème. Par contre, dès que j'aurai eu le document officiel me montrant que cette plainte a été classée, faut que je prenne le temps d'aller le chercher au tribunal, je ne manquerai évidemment pas de vous donner tous les détails de cette affaire en vidéo. En tout cas, pour l'instant, je préviens toutes les personnes qui essaieraient de faire sauter la vidéo ici présente que si elles y parviennent, je porterai plainte illico pour entrave à la liberté d'expression, que ce soit le pape, ma sœur ou Jacob Rothschild. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Petit retour dans le passé. Salut à tous. Quel est le point commun entre Raël et Véronique Seyé, coprésidente du planning familial? Ils valident tous deux sans réserve un document qui sert aujourd'hui de base à l'éducation sexuelle en France, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, rédigés par l'OMS. Alors je vais commencer par vous rappeler ce qui est écrit page 38 de ce rapport. L'OMS préconise par exemple d'informer les enfants de 0 à 4 ans sur, je cite, le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Toujours dans la case sexualité, exprimer ses propres besoins, désirs et limites, par exemple en jouant au docteur. Page 39, toujours pour des enfants de 0 à 4 ans, le droit d'explorer les identités sexuelles, le droit d'explorer la nudité et le corps, d'être curieux, le droit de refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant. Alors là, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle de quoi? D'une expérience sexuelle avec des adultes, avec des enfants? C'est quoi ce bordel? Et maintenant, je vais vous lire ce que dit Raël sur son site à propos de ces textes. L'éducation sexuelle compréhensive, telle que recommandée par les experts de plusieurs institutions internationales comme l'UNESCO, l'OMS, est exactement ce que Raël enseigne depuis plus de 40 ans et qui a été transmis par les Elohim, cette civilisation extraterrestre qui a créé toute forme de vie sur Terre. Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal. Leur expliquer à quoi ça sert, c'est mieux. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. Alors pour ceux qui l'ignoraient, le mouvement raélien, qui était pas mal médiatisé d'ailleurs à une certaine époque, est un mouvement sectaire. Et là par exemple, en 2002, vous avez eu 4 raéliens qui ont été condamnés pour corruption de mineurs. Ils avaient contraint des adolescentes de 15 ans à des relations sexuelles. Et maintenant, je vais vous donner la position du planning familial, non sans faire un petit rappel historique, notamment à partir de ce livre écrit par le planning familial lui-même, édité en 1982 aux éditions Tierce. Page 7, on apprend que le MFPF a été créé en 1956, donc à peu près au même moment que la révolution sexuelle aux États-Unis, dans le but, je cite, d'ouvrir aux femmes l'accès à la maternité consciente. Et de rajouter, le MFPF est aujourd'hui un mouvement d'éducation populaire, engagé dans la lutte pour que soit reconnu aux femmes et aux hommes le droit de vivre leur sexualité sans répression ni dépendance. Alors avant de continuer, je tiens à préciser une chose très importante, c'est que la révolution sexuelle était suivie de très près par des gens qui voulaient dépénaliser la pédophilie. Vous avez par exemple la figure de proue de la défense des homosexuels, Guy Hockenheim, qui était aussi un militant pro-pédophilie. Et d'ailleurs, la révolution sexuelle aux États-Unis s'est basée sur les fameux rapports Kinsey, qui par exemple listaient des soi-disant orgasmes d'enfants dans des tableaux. Et pour déterminer si c'était un orgasme, en fait, il se basait sur les cris des enfants. Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais revenons au livre écrit par le planning familial, page 286. Toute structure de ce type comporte le risque de devenir un canal de prise de pouvoir pour des groupes déterminés par leurs propres projets, qu'ils soient humanistes, politiques ou autres. De telles structures ont servi à la franc-maçonnerie pour contrôler et influer sur les orientations du mouvement durant des années. Pouvoirs occultes dans le MFPF. Présents dès la création du MFPF, nombreux sont les francs-maçons qui occupent des postes clés dans le MFPF depuis l'ouverture des centres. Leur vocation humaniste et progressiste les a naturellement conduits à soutenir le combat pour la parenté responsable.
Voilà, on a donc un mouvement qui confesse lui-même par qui il est contrôlé. Je pense pas que ça ait changé aujourd'hui. Et bon, avec le recul qu'on a, dire que les francs-maçons seraient humanistes, c'est un débat. Mais revenons à nos moutons, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de médias qui ont soit tenté de dire que ce texte n'avait jamais existé, soit de dire qu'il ne servait pas de base aux instances éducatives en France. Alors pour vous, je suis allé enquêter auprès du planning familial. Et j'ai commencé par appeler une trentaine de centres peut-être en France pour savoir si les bénévoles à la base étaient au courant que ce texte existe et sert de référence au planning familial. Alors, croyez-moi si vous voulez, mais quasiment aucun de mes interlocuteurs ne connaissait l'existence de ce texte. Et donc certains m'ont demandé de leur envoyer le lien, ce que j'ai fait, et au bout du compte, une seule personne a accepté de répondre à mes questions sur ce texte au téléphone. Il s'agit donc de Véronique Seillet, coprésidente du planning familial. Alors d'emblée, la communication a été assez difficile. Celle-ci a d'abord commencé à m'accuser de harceler les gens du planning familial, de sortir les choses de leur contexte, etc., etc. Alors je vais rappeler à Véronique Seillet qu'il ne faut pas confondre appeler une fois 1000 personnes et appeler 1000 personnes une fois. Prenez un chewing-gum, Émile. Je vais donc maintenant vous diffuser des extraits du second entretien réalisé le 21 septembre. Et pour respecter la promesse que j'ai faite à Véronique Seillet, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers l'intégralité de l'interview. Par contre, vous savez comme moi que de toute façon les enfants n'attendent pas les adultes pour se masturber. Moi, je vous parle donc de ce qui est préconisé par l'OMS pour les enfants de 0 à 4 ans, d'accord? Donc oui. Pour les enfants de 0 à 4 ans, donc c'est bien marqué, on est d'accord, qu'il faut les informer sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Voilà, alors bon. Par rapport à ça, et vous avez quand même vu avant tout le texte avant qui dit bien en fonction du développement de chaque enfant. Que ce n'est qu'une matrice et qu'à partir de ce moment-là, les adultes prennent en compte le stade de développement des enfants avec qui ils sont. Donc pour vous, effectivement, c'est normal, enfin ça vous choque pas, voilà, ce qui est donc... non, ça ne me choque absolument pas, parce qu'effectivement, je suis bien dans l'optique de dire, quand on dit informer, ça veut dire pouvoir répondre aux questions des enfants. Dans la même case, en fait, c'est marqué aussi, donc toujours pour des enfants de 0 à 4 ans, il faut informer donc les enfants sur la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection, dans la case sexualité. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Enfin... c'est une vérité, non? C'est une vérité, simplement il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Et à condition qu'on soit consentant. Et c'est pas du tout... Alors, je vous vois venir là. Alors moi, je vais vous mettre les choses dans un autre contexte que je connais bien, puisque c'est principalement l'objet que je traite sur ma chaîne. C'est que la révolution sexuelle, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France en tout cas, même pas qu'en France, hein, a été suivie de très très près par le militantisme pédophile. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui. Je pense que c'est important de pouvoir mettre des mots sur ce qui est vécu au sein d'un groupe d'enfants, sans que ce soit tabou, et d'autre part, avec la volonté aussi, et ça je pense que vous devez pouvoir le savoir, de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, parce que quand on travaille dès le plus jeune âge, mais aussi avec des collégiens et aussi avec des lycéens sur les questions de sexualité, ça s'inscrit dans des rapports sociaux de sexe, comme vous le savez, et que c'est vraiment important de pouvoir dire que des filles comme des garçons peuvent vivre une sexualité à condition de pouvoir être complètement consentant. Vous m'avez bien dit qu'il n'y a rien qui vous choquait, il n'y a rien qui vous choquait dans ce texte, on est bien d'accord? Oui. D'accord, donc voilà, donc vous vous en servez bien de référence, il n'y a rien qui vous choque, ça veut dire que vous adhérez. D'accord, non mais moi je veux que ce soit très clair si vous voulez par rapport à ceux qui regardent mes vidéos, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors vous noterez quelque chose de très important. Dans cette interview, Véronique Seillet insiste beaucoup sur la notion de consentement. Et là, on touche le cœur du sujet. Je pense que vous avez entendu parler de la loi Schiappa, qui à l'origine, normalement, devait justement fixer un âge limite de consentement à une relation sexuelle. Et au bout du compte, la loi Schiappa a abandonné cette idée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un juge peut toujours considérer, comme dans l'affaire de Pontoise par exemple, qu'une gamine de 11 ans, qui a été pénétrée par un homme de 28 ans, peut tout de même être consentante à cette relation.
Autrement dit, l'auteur ne sera pas jugé pour viol, mais pour atteinte sexuelle. Et alors ce qui est troublant, c'est que le planning familial s'est lui-même opposé à cette idée d'un âge minimum de consentement, en justifiant leur posture par l'exemple suivant. Imaginons que l'âge de consentement ait été fixé à 15 ans. Dans ce cas, la loi pourrait condamner pour viol un majeur de 18 ans qui aurait une relation avec un mineur de 14 ans et 8 mois. Alors effectivement, dans ce cas particulier, on peut tout à fait imaginer qu'il n'y a pas forcément eu viol. Mais ce qu'oublie le planning familial, c'est que la loi, c'est un cadre général qui peut tout à fait contenir des exceptions ou des alinéas. Donc à mon avis, c'est un argument complètement fallacieux. Et sur le consentement, voilà ce qu'on peut lire dans un communiqué de presse daté du 7 mars 2018. Le planning rappelle, en outre, que pour que ces notions de consentement et de plaisir soient intégrées dès le plus jeune âge, il est absolument nécessaire de faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle une priorité en milieu scolaire et dans tous les lieux d'éducation, par son intégration dans tous les projets d'établissement, dans les programmes scolaires et par le renforcement de la formation des professionnels, les agissant auprès des jeunes. Alors je ne vais pas accuser le planning familial de promouvoir la pédophilie. Par contre, ce qui est certain, c'est que le sens qu'a pris l'éducation sexuelle là maintenant en France va clairement donner des armes aux pédophiles pour se défendre devant les tribunaux. Je tiens à vous rappeler la position de Françoise Dolto sur le sujet. Celle-ci considérait qu'à partir du moment où un enfant avait été prévenu dans sa scolarité qu'il pouvait se soustraire à une relation pédophile, il en devenait complice si ça arrivait. C'est une thèse qu'elle a défendue en long, en large et en travers dans, par exemple, L'enfant, le juge et la psychanalyste. Vous pouvez regarder ma vidéo à ce sujet titrée « Françoise Dolto défendait la pédophilie consentante ». Et vous n'êtes pas sans savoir que Françoise Dolto est toujours aujourd'hui considérée comme la référence au niveau de la psychologie de l'enfant. Je vais donc me mettre à la place maintenant d'un instituteur pédophile qui serait accusé d'attouchement sur des enfants de maternelle. Celui-ci pourrait dire au juge, écoutez monsieur le juge, moi j'ai fait des travaux pratiques avec des enfants sur les bases des documents de l'OMS qui préconisent donc de les informer sur la masturbation enfantine précoce. Et le juge de répondre, oui mais écoutez monsieur, vous n'aviez pas le droit de toute façon de leur toucher les parties génitales. Ah bah oui mais monsieur le juge, moi je les ai prévenus avant qu'ils avaient le droit de dire non, et puis ils ne se sont pas opposés, donc du coup ils sont complices, et donc je ne vois pas pourquoi on me condamnerait. Comme on dit en mathématiques, c'est QFD, et sur ce je vous souhaite une bonne journée. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.